Alors voilà, troisième cours de cette série, une surveillance systématique et généralisée, sous forme de questions, sur le CGT pas ouvert, de définitions à 6 ans d'intervalle, qui montrent aussi l'évolution du rapport qu'ont les chercheurs à l'objet qu'est la surveillance. Alors ça, c'est une traduction en français de mon cru, le texte est en anglais à l'origine. Alors en 2001, il nous propose, et c'est des citations qui sont en plus dans presque tous les travaux qui traitent de la surveillance. Toute forme de récolte et de traitement des données personnelles. Alors ici, on a la notion de données personnelles. Alors on oublie tout ce qui est surveillance de la météo, par exemple. Identifiable ou non, ça veut dire que ces données personnelles, même si elles sont anonymisées, même si on surveille des données personnelles anonymisées, c'est quand même de la surveillance. Parce qu'on entend trop souvent, oui, mais vous en faites pas, c'est anonymisé. C'est quand même de la surveillance. Et suivant les sujets, suivant les contenus, c'est très facile, d'autant plus facile maintenant avec l'intelligence artificielle, de remonter à la personne. C'est plus du tout l'anonymat, c'est plus du tout une garantie d'anonymat, justement, de confidentialité. Dans le but d'influencer ou de contrôler, vous voyez, ça a une tonalité plutôt négative, d'influencer ou de contrôler ceux sur qui les données ont été récoltées. Alors là, il y a eu une première vague de critiques, on disait oui, mais vous montrez que la surveillance c'est toujours négatif alors qu'il y a des applications positives, et puis il y a des systèmes de surveillance qui sont là aussi pour fournir des services, etc. etc. Alors il a retravaillé la définition, la fine attention systématique et routinière. Alors là, il y a quand même aussi ajouté quelque chose, la surveillance c'est pas juste checker un profil de quelqu'un d'autre dans sa définition sur Facebook, c'est l'idée vraiment de mécanisme, d'une personne, ou plutôt aujourd'hui d'un algorithme, qui va faire de façon fine et systématique, quasiment en temps réel. Vous voyez, ça restreint beaucoup la définition de la surveillance, portée sur les détails personnels. Ça, on retrouve l'idée de détails personnels. Toujours l'influence, le contrôle, mais il a ajouté de protection, parce que ça peut protéger aussi, dans le cadre médical, par exemple, ou simplement des applications de Quantify Self, les bracelets que vous mettez sur votre poignet qui vous donnent des conseils, voilà, faire plus de sport, dans ceci ou dans cela. Disons, on peut douter de l'efficacité, c'est un autre sujet, mais c'est présenté en tout cas comme étant des dispositifs de protection. Et j'étais tellement fier de mon petit slide que je lui ai envoyé un email hier, et il m'a dit « Ah ouais, mais t'as oublié la dernière définition que j'ai donnée en 2018, et que je me suis empressé de traduire. Les opérations et les expériences. » Alors là, il rajoute l'expérience. Ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est que ça donne plus d'importance à l'acteur. La surveillance, c'est pas une espèce de personne omnisciente, une force occulte au-dessus de nous qui surveille. Hein. C'est des individus, c'est des acteurs, que ce soit des algorithmes, mais c'est aussi du coup les personnes qui programment ces algorithmes. Un caractère personnel, alors là par contre ça change plus beaucoup. Des formes d'influence, de justification. Alors il a mis entitlement. Ah, je ne suis pas trop sûr de ce qu'il voulait dire par là. J'ai posé la question, alors comme il y a le décalage horaire, je n'ai pas encore eu la réponse, et de gestion. Alors ça ouvre un petit peu les perspectives, mais malheureusement c'est pas suffisant. On peut passer toute une carrière à définir ce que c'est la surveillance. Alors, en sciences sociales, parce que si vous prenez les sciences exactes, on vous explique ce que c'est les vols, si vous prenez les sciences pures, je veux dire, on vous explique ce que c'est les vols, l'accélération, la gravité, etc. Il n'y a pas, c'est univoque. On ne peut pas vraiment remettre ça en question. Donc les définitions, que ce soit dans la communication, en sociologie, en anthropologie, en histoire, machin, c'est toujours flottant. Et c'est jamais satisfaisant. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qui aide beaucoup, c'est de créer des catégories. Différents types de surveillance, c'est-à-dire pas seulement s'intéresser à ce qu'est la surveillance et ce qu'elle n'est pas, mais les différentes formes de surveillance pour les catégoriser. Alors une première catégorie que j'aimerais vous proposer ici, c'est la différence entre la surveillance explicite. Alors explicite pour les usagers, surtout, typiquement c'est des caméras de surveillance.
qui sont dans les transports publics, qui sont dans les rues, et dont l'explicité fait même partie du dispositif de surveillance. On veut que vous voyez qu'il y a un dispositif de surveillance, parce que ça va permettre une intériorisation de la surveillance. On attend de vous que vous deveniez votre propre policier, en quelque sorte. Alors voilà, les caméras de surveillance, les contrôles de sécurité à l'aéroport. C'est pour ça que vous avez la gentillesse de laisser votre Magnum 357 à la maison, et pas l'emporter avec vous quand vous allez à Barcelone, par exemple, des fiches de police, etc., etc. Mais la plus compliquée, parce que du coup elle est implicite, plus subtile, plus invisible et parfois plus pernicieuse, c'est la surveillance implicite, dont les acteurs n'ont pas, en tout cas n'avaient pas du tout conscience, il y a 10 ans, 15 ans, mais maintenant avec, voilà, c'est devenu un sujet d'actualité brûlant, la surveillance, on en a de plus en plus conscience, mais ça reste implicite dans le sens que ce n'est pas forcément la première fonction de ces dispositifs. Internet, c'est probablement le dispositif de surveillance le plus invasif, le plus efficace en termes de surveillance, mais il n'a pas été créé pour nous surveiller à la base. C'est avant tout un formidable outil de communication. Pour vous ramener à l'histoire d'Internet, au tout début, c'était un outil de lutte dans la guerre froide pour pouvoir connecter les serveurs du Pentagone en cas d'attaque nucléaire. C'était ça dans les années 60, la carte ANET, l'histoire d'Internet. C'est vraiment en analysant, et beaucoup plus récemment, qu'on prend conscience que c'est aussi, notamment avec la cartologie, un outil de surveillance. Pareil avec les téléphones mobiles, aujourd'hui les smartphones. Alors c'est vrai que les smartphones aujourd'hui, ça sert à beaucoup de choses, plus tellement à téléphoner, mais ça sert aussi à téléphoner. En tout cas, historiquement, les téléphones mobiles, c'est fait pour téléphoner, c'est pas fait pour vous surveiller. Mais de facto, ça devient également, avec Internet, si ce n'est plus, enfin, conjointement avec Internet, connecté avec Internet, l'outil de surveillance le plus développé. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser aux réseaux sociaux. Je mentionne ici les cartes de fidélité parce que j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, j'utiliserai ça comme cas d'étude, les cartes de crédit, etc. Première distinction. Deuxième distinction, on peut définir trois niveaux de surveillance. C'est celle qui vient le plus naturellement en tête, celle d'une organisation sur un acteur ou un groupe d'acteurs. Alors c'est la surveillance de l'État sur ses administrés, d'une entreprise sur ses travailleurs ou sur les consommateurs. Deuxième type de surveillance. Alors, un autre exemple, un bon exemple, c'est Facebook, quand vous regardez le profil de quelqu'un d'autre. Mais le premier exemple que j'avais pu constater justement quand j'avais fait mon postdoc au Canada, c'est la surveillance qui est exercée par les voisins entre eux. On trouve ce panneau de façon très fréquente en Amérique du Nord, mais aussi au Royaume-Uni. Alors, si vous êtes au Canada, et puis qu'on vous voit rentrer dans une propriété, vous avez un monsieur gentil, très gentil, qui va vous dire que c'est le lieu de taille là. Puis si vous êtes au Texas, on va vous tirer dessus. Troisième dimension, et pas des moindres, parce que quand on parle de surveillance, on parle assez peu des individus. Comment nous, on réagit par rapport à cette surveillance? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on la refuse? Est-ce qu'on veut y résister? C'est la surveillance qui sera intériorisée. Alors, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est d'être recherché avec les caméras de surveillance. Avant même, aujourd'hui, de savoir qu'on peut les utiliser pour retracer quelqu'un, on espère que leur simple présence va vous inciter à intérioriser un meilleur comportement. Et à un tel point qu'il est devenu assez fréquent que les gens qui sont victimes d'un vol voient une caméra, vont à la police, ils disent voilà, il y a une caméra de surveillance, et puis on leur dit que la caméra a été débranchée. Ils ne vont pas dire ah, c'est chouette en fait, tout notre sphère privée n'est pas si atteinte que ça. Ils vont dire c'est un scandale qui va brancher ces caméras. On peut aussi discuter très largement des objectifs de la surveillance, parce qu'on n'est pas un dispositif de surveillance juste pour le fun. C'est censé servir à quelque chose. Alors là, c'est pas exhaustif. J'ai mis trois notions qui sont importantes de garder en tête. C'est que ces objectifs ils peuvent être établis lors de la mise en place du système.
Pardon, des caméras de surveillance, notamment. Ça peut être le cas de la NSA, mais là, du coup, si elle est explicite pour les surveillants, mais pas pour les surveillés. Hein, la NSA, vous vous rappelez, hein, l'affaire Snowden, la NSA qui a pompé pratiquement, si ce n'est toutes les données des GAFA pour exercer une surveillance, cette fois-ci, illimitée, systématique, pour reprendre la définition de David Lyon, sur les citoyens du monde en général, mais aussi sur les citoyens américains. Mais ils peuvent être aussi ces objectifs pas clairs ou non établis lors de la mise en place du système. Là, typiquement, c'est le big data. On ne cherche pas forcément à surveiller les gens avec le big data, mais d'autant plus que la première chose qu'on essaie de faire avec le big data, c'est d'avaler les données, et ensuite seulement, on va décider de ce qu'on va pouvoir faire avec, à des fins de surveillance ou pas. Et ça, on verra que ce principe-là, de ne pas annoncer la finalité d'une collecte de données au moment où la collecte de données est faite, c'est parfaitement illégal en Suisse. Et c'est parfaitement illégal aujourd'hui en Europe, avec la RGPD. On va voir ça en détail la semaine prochaine, mais le big data, néanmoins, il est toujours là. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là où le bas blesse, c'est que les objectifs de surveillance, ils répondent à des valeurs sociales, à des valeurs humaines, et à des normes sociales spécifiques, qui sont celles d'une époque, qui sont celles d'un contexte, qui sont celles d'un pays en particulier. Ça peut être des normes sociales. Voilà, qu'est-ce qui définit un crime, qu'est-ce qui définit pas un crime? Quelqu'un a donné la définition de santé mentale. Effectivement, on peut imaginer qu'il y a des systèmes de surveillance qui peuvent évaluer votre santé mentale en fonction des données qu'ils ont sur vous. Mais là, on va voir une certaine norme, une norme médicale, mais qui est aussi finalement une norme sociale, de définir quelle est la frontière entre le normal et le pathologique. Et bien évidemment, tout ça, ça répond à des valeurs politiques. Et ce qui est vraiment absolument essentiel de garder en tête, c'est que ces normes et ces valeurs, elles changent avec le temps. Et elles sont tout à fait relatives. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, être homosexuel, c'était plus considéré comme un délit dans la loi, mais jusqu'à pas si longtemps, c'était considéré comme une maladie mentale, jusque dans les années 75-76, je crois, dans le DSM 3 ou le DSM 4. Ça a changé. Et là, on a fait beaucoup de progrès par rapport à ça, mais rien ne dit que ça ne va pas changer. Un vote, un gouvernement différent, des mœurs qui vont évoluer dans un autre sens, et toutes les données qu'on va récolter en se disant c'est ok parce qu'on vit dans une démocratie, s'il y a une baisse de qualité de ces valeurs démocratiques, les données seront là, et les valeurs peuvent changer. Et c'est ce que j'essaye de vous rendre, ce à quoi j'essaie de vous rendre sensible dans ce petit vidéo. Alors typiquement, la norme sociale, c'est plus d'être habillé, c'est d'être nu. Et le déviant, dans ce cas-là, c'est celui qui est habillé. Les normes sociales sont relatives, elles sont contextuelles, que ce soit dans le temps, dans l'espace, suivant le groupe que vous fréquentez, voilà, ce qui est considéré comme étant bien ou pas bien, comme légitime ou illégitime, comme légal ou criminel, ça change suivant le contexte. Et puis une dernière catégorisation, c'est de savoir si la surveillance était tactique ou privée. Alors, il y a plusieurs catégories, je pense, qui méritent d'être observées ici. Alors, la première, c'est de nouveau celle qui vient en premier à l'esprit, la surveillance des citoyens par l'État. Hein, on retrouve un peu les théories du complot ici, exercée par l'État, la criminalité, la lutte contre le terrorisme, vérifier que vous ayez bien rempli votre déclaration d'impôt, vous ne travaillez pas au noir, que vous n'abusiez pas des services sociaux,
que voilà, c'est les dispositifs de sécurité par rapport à la santé publique aussi. Deuxième tendance, aussi, pour reprendre la première distinction, c'est toujours une institution sur des individus, mais ici c'est le contexte qui est un tout petit peu différent, c'est plutôt les moyens qui sont différents, c'est toujours l'État qui surveille, mais qui fait appel, qui délègue cette surveillance à des sociétés spécialisées. C'est les vigiles. Où l'État, c'est pas lui qui construit les caméras de surveillance, il les commande. C'est pas lui qui va fabriquer les algorithmes qui vont détecter ceux qui vont abuser des biens sociaux. C'est des compagnies privées qui vont fournir ces algorithmes. Troisième distinction, c'est la surveillance privée exercée par le privé pour le privé. Alors typiquement, on va développer ça après, la surveillance de la consommation. Et puis alors ce qu'a montré l'affaire Snowden, c'est la surveillance récupérée, c'est-à-dire c'est l'État qui va siphonner les données d'entreprises privées, des GAFA, pour exercer une surveillance étatique et politique sur l'ensemble de la population mondiale et aussi sur l'ensemble de la population américaine. Pour entrer encore un peu plus dans la théorie, il y a un concept qui vient automatiquement, si vous parlez avec des théoriciens de la surveillance, un concept qui est encore doit être cité aujourd'hui, c'est le concept de panoptique. Alors on le lit la plupart du temps avec Michel Foucault, pour ceux qui ont le plaisir de lire Surveiller et punir, mais en réalité, il vient de Jeremy Bentham, un utilitariste, un philosophe utilitariste anglais du XVIIIe siècle, qui avait l'objectif, utilitariste dans le sens que voilà, on l'a mandaté pour inventer un type de prison qui permette de surveiller un grand nombre d'individus avec un minimum de surveillants. Et c'est le résultat de cette proposition-là qui a fasciné Michel Foucault, qui a été reprise par le philosophe français pour étendre l'idée du panoptique à l'ensemble de la société. Alors d'abord, le panoptique, c'est une architecture. Ça, c'est le produit qui a été livré par Jeremy Bentham. Le principe, il est très simple, au fond, mais en même temps, il est génial, et il est fondateur des formes contemporaines de surveillance. C'est que vous allez mettre tous les prisonniers ici en périphérie, de manière à ce qu'une seule personne, ici au centre, soit capable de surveiller l'ensemble de façon simultanée. Alors, de façon simultanée, pas vraiment, parce que cette personne, à moins qu'elle ait des yeux comme celle des mouches, en réalité, elle peut décider seulement de surveiller ce prisonnier-là, ou celui-là, mais c'est là où ça devient intéressant, ça devient ingénieux, c'est que les prisonniers ne savent pas, c'est le principe du voir sans être vu, les prisonniers ne savent pas si à un moment T1, ils sont observés ou pas, comme les caméras de surveillance. Quand vous êtes surveillé dans une caméra de surveillance, et que vous imaginez des salles d'opérateurs et des gens qui regardent les écrans, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes épié à ce moment-là ou pas. Mais pour ne pas prendre de risques, surtout si la punition est sévère, vous allez intérioriser cette surveillance et partir du principe que vous êtes surveillé en permanence. Ça, c'est le principe de base du panoptique. Et ça a tellement enthousiasmé, pas seulement Foucault, mais aussi Jeremy Bentham au début, il s'est dit, mais voilà, là je viens d'inventer l'outil le plus inouï de gouvernance, parce que la surveillance c'est aussi la gouvernance, en quelque sorte, qui va résoudre tous les problèmes de la société. Et il nous dit, et là il mâche pas ses mots, si on trouvait un moyen de se rendre maître de tout ce qui peut arriver à un certain nombre d'hommes, de disposer de tout ce qui les environne, de manière à opérer sur eux l'impression que l'on veut produire, là on est vraiment dans la définition de Taylor, de s'assurer de leurs actions, de leurs liaisons. Pour ça c'est intéressant, parce que qu'est-ce qui nous permet de nous assurer des liaisons des personnes? C'est les réseaux sociaux, notamment, c'est ça Internet, du XVIIe siècle, de toutes les circonstances de leur vie, en sorte que rien ne puisse échapper du contrarier l'effet désiré, l'effet de contrôle. On ne peut pas douter qu'un moyen de cette espèce ne fût un instrument très énergique et très utile que les gouvernements pourraient appliquer à différents objets de la plus haute importance. Et bon, on dirait qu'on y est. On dirait que cette utopie, ce désir fantasmagorique, en tout cas, il était réalisé par la NSA. Ça, c'est clair.
Et ça nous ramène à la question du sondage, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la réalisation de ce rêve? Pour essayer de répondre à cette question, je simplifie la figure du panoptique. Alors, je suis obligé de passer un petit peu de temps là-dessus parce qu'elle est vraiment centrale. On ne peut pas donner un cours sur la surveillance sans parler du panoptique. Le premier principe, c'est la séparation des individus. C'est qu'on ne peut pas contrôler une foule. C'est plus facile de contrôler des individus pris séparément. Alors, on voit que dans le numérique, ça fonctionne toujours. Ce sentiment de surveillance constante, rendu possible par l'intériorisation de la surveillance, elle-même induite, et c'est là, vous vous rappelez, ce génie, dans le sens ingénierie du panoptique, avec sa conscience et permanente visibilité. Alors aujourd'hui, la seule différence avec le numérique, c'est que c'est plus seulement une impression qu'on est constamment surveillé. C'est un fait. Parce que la puissance des algorithmes, la puissance du numérique, rend possible cette surveillance permanente. Troisième principe, la désindividualisation du pouvoir. Peu importe par conséquent qui exerce le pouvoir, puisqu'il n'est pas visible au centre de la tour, on peut mettre n'importe qui, et même Bentham, il dit qu'on peut même mettre, profiter d'une bourrasque qu'il y a, puis mettre un petit système avec une bougie, puis simplement une toile qui bouge. Il suffit juste de donner l'impression qu'il y a quelqu'un dans la machine, on peut mettre n'importe qui, presque au hasard pour faire fonctionner la machine. Et puis, enfin, la disparition de la force, c'est l'idée que, avant le XVIIIe siècle, avant que le panoptique soit inventé, ça c'est le propos de Michel Foucault dans Surveiller et punir, la population était relativement gérable, et le principe de surveillance, le principe de contrôle social qui était administré, c'était, finalement le système de surveillance, je devrais reformuler ça, le système de surveillance qui était plutôt laxe, c'était facile de passer entre les gouttes. Par contre, si on se faisait choper, quick. C'était la torture, c'était l'emprisonnement dans les oubliettes. La peine était très sévère. Quelque part, la peine était aussi sévère que faibles étaient les moyens de surveillance. Parce que les gens, quand ils étaient chez eux ou dans la campagne, ils avaient une paix royale, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les punitions ne sont pas aussi graves, c'est même plutôt une privation d'accès, une privation de récompense. Par contre, alors, on est surveillé tout le temps. On se demande où est-ce que, dans quel espace physique ou numérique, on n'est pas aujourd'hui surveillé. Alors, le panoptique comme concept, je l'ai présenté comme utopie tout à l'heure, mais comme concept, alors il est encore très très utile pour analyser la surveillance explicite, quand il s'agit d'inciter, intérioriser inciter l'intériorisation de la discipline, mais il est un tout petit peu plus faible pour analyser la surveillance contemporaine, qui est plutôt implicite. Cette fonction de surveillance qui se dissimule derrière une première fonction. Facebook, vous ne l'utilisez pas pour être surveillé, vous l'utilisez pour communiquer, avant tout. Et puis, aujourd'hui, le panoptique a un problème avec la centralité. C'est pas une seule personne, c'est pas un petit bon Dieu qui est assis au-dessus de la planète qui surveille tout le monde. Il y a certains écrivains, si on reste dans la métaphore littéraire, qui parlent des fois de little gods plutôt que de big gods. Cela dit, on a quand même de la peine à s'en débarrasser parce ça reste une image frappante et qui permet d'amener un plus heuristique. Tout à l'heure, je suis allé acheter quelques capsules de café à la Maladière, et puis ces grands espaces avec les caméras, et puis ils sont pensés de façon à ce qu'on puisse exercer une surveillance étroite des individus qui évoluent dans ces espaces. Physiquement, bien entendu, mais aussi, bien sûr, par les réseaux de surveillance. Alors, les centres commerciaux, bien sûr, les prisons qui sont pensées comme des panoptiques, complètement comme un panoptique, peut-être qu'il n'y en a plus vraiment, il n'y en a peut-être jamais vraiment eu, stricto sensu, mais en tout cas, on retrouve cette idée de centralité et d'une personne au centre qui surveille la périphérie, et puis les usines, ou les supermarchés en France, ça c'est flagrant, vous avez
pièces comme plus plongeantes sur toutes les caissières, par exemple. Donc ce rapport, voir sans être vu, il est encore là. Et à l'ère du numérique, alors c'est vrai que l'idée centralité, elle pose problème. L'idée d'intériorisation de la surveillance pose problème aussi. Mais je vous avais suggéré une transformation de ce panoptique avec au centre, alors cette fois-ci, bien entendu, plus un seul acteur, mais une multitude d'acteurs qui vont surveiller non plus des prisonniers ou des travailleurs, mais des consommateurs. Vous vous rappelez, via les recommandations d'achat, notamment. Dans la suite de la théorisation de la surveillance, dans l'histoire des études sur la surveillance, il y a eu Gilles Deleuze, un grand philosophe français du XXe siècle aussi, qui fumait beaucoup et qui lisait beaucoup, mais qui était non moins génial, qui répond à Michel Foucault. Parce que Michel Foucault, il allait très loin dans l'adoption de cette idée du panoptique. Il disait même, finalement, la société, en elle-même, c'est un grand panoptique, on a tout expliqué, en gros, je traduis, ou alors, non, c'est un grand panoptique, et à l'intérieur de ce panoptique, il y a plein de petits panoptiques. On passe, d'abord on est dans le panoptique familial, ensuite on passe dans le panoptique de l'école, ensuite on passe dans le panoptique de l'armée, puis on passe dans le panoptique de l'hôpital, etc., etc. Puis c'est tous des petits laboratoires de disciplinarisation qui font de nous un bon citoyen. Il y a cette idée de cloisonnement. Et Deleuze, il dit, non, moi je suis pas d'accord. Cette société disciplinaire, c'était peut-être vrai à une époque, mais c'est plus le cas. Dans les années 90, il a écrit un très court texte, et c'est très frustrant qu'il ait écrit un seul court texte, que c'est probablement un des meilleurs textes, les plus éclairés, les plus visionnaires sur la surveillance moderne. Il nous dit non, il n'y a plus de mur. On n'est plus dans une société où on passe d'un enclos surveillé à un autre enclos surveillé. On est libre de passer d'un endroit à un autre. Typiquement, à l'école, on n'a jamais fini d'étudier. Parce que une fois que vous aurez votre diplôme, vous travaillerez, il faudra continuer à vous former, il faudra faire des formations complémentaires, peut-être des formations continues. Peut-être qu'un jour, on vous dira qu'il faut vous réorienter professionnellement. Donc, ça n'en finit jamais. Et là, il y a deux citations que je trouve vraiment... c'est un peu difficile de dire visionnaire parce que c'est les années 90, il y avait déjà l'informatisation. Mais quand même, c'était le premier à avoir souligné ça de façon aussi forte. Il nous dit, dans les sociétés de discipline, on n'arrêtait pas de recommencer. Ce que je suggérais tout à l'heure. De l'école à la caserne, de la caserne à l'usine, de l'usine à l'hôpital psychiatrique, etc., etc. Tandis que dans les sociétés de contrôle, on n'en finit jamais avec rien, l'entreprise, la formation. Et là, je pense tous les jours à cette citation, et peut-être que vous allez aussi, dès maintenant, penser tous les jours à cette citation. Il le dit, dans ces mêmes sociétés de contrôle, l'essentiel n'est plus une signature, ni un nombre, mais un chiffre, un mot de passe. Le chiffre est un mot de passe, tandis que les sociétés disciplinaires sont réglées par des mots d'ordre. Le langage numérique du contrôle est fait de chiffres qui marquent la seule information ou le rejet. Et je dis tout le temps à mes amis, et je suis le premier que ça aime, on passe notre temps à frapper des codes. Tout le temps. Et s'il n'y avait pas la possibilité d'enregistrer les codes dans nos navigateurs qu'on allait poser et frapper vraiment à chaque requête, ce serait du 72 heures sur 24. On fait que ça. Que ça soit numériquement ou physiquement, on fait que ça. Taper des codes pour avoir accès à quelque chose. Même quand c'est gratuit, on va s'inscrire. Alors pour donner suite, pour proposer un concept qui soit plus contemporain à celui du panoptique, il y a deux chercheurs canadiens qui se sont beaucoup inspirés de Deleuze et qui ont exploité également, pas seulement les sociétés de contrôle, mais aussi tout un chapitre qu'ils ont écrit en 1994, qui n'a rien à voir, c'est un pamphlet contre la psychanalyse. C'est une série de 3 tomes l'anti-psychanalyse. Et le premier tome s'appelle 1000 plateaux. Il y a un chapitre très, très bizarre, très rigolo, qui s'appelle le rhizome, en fait, qui décrit une forme de réseau comme ça, mais c'est pas tout à fait un réseau, c'est plus
qui est un réseau, parce que c'est un réseau vraiment qui bouge tout le temps, où il n'y a plus vraiment de centre. S'il y a des centres, ils sont pas permanents, ils sont éphémères. Il nous dit, par exemple, contre les systèmes centrés, même polycentrés, un système centré, ben, c'est les panoptiques, ou polycentrés, c'est les Little Brothers. À communication hiérarchique et liaison préétablie, le rhizome est un système acentré, il n'y a plus de centre, on ne sait plus qui contrôle quoi, non hiérarchique et non signifiant, sans général. Alors général, c'est mis en majuscule exprès, hein, moi j'ai dit bon Dieu, mais lui appelle ça le général. Sans mémoire organisatrice ou automate central uniquement défini par une circulation d'état. Alors peut-être qu'aujourd'hui, parce qu'on est presque dans une configuration un peu panoptique, vous croyez que, je ne sais pas pourquoi quand on est dans un auditoire, on a l'impression que le prof qui parle, il ne nous voit pas. Mais je vous vois tous. Celui qui se sur le nez, ceux qui discutent, celui que je suspecte peut-être ou celle, faisons dans la légalité, de regarder Facebook, etc. Voilà. Là, il est peut-être là, ce panoptique, mais ce panoptique, il disparaît. Il laisse place à un autre panoptique. Et puis, ici, c'est peut-être celui de la carte fidélité de la Migros, qui est plus ou moins interconnecté avec celui de la Coop, puis là, c'est les consommateurs, puis on surveille chacun de là, c'est une espèce de grand mélange comme ça, qui devient très complexe, mais qui caractérise mieux la surveillance dans son ensemble. Alors tout ça, c'est très embêtant, malgré tout. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, dans les surveillance studies, on a un petit peu abandonné l'idée d'avoir un concept, on travaille plutôt avec plusieurs concepts, d'avoir un concept fédérateur qui explique toute la surveillance. Même s'il y a des théoriciens affamés de théorie qui continuent à le faire, aujourd'hui, on va plutôt utiliser les outils qui nous intéressent. Voilà, il y a des défilés de concepts. Le super panopticon, le panoptic sort, le omnicon, le panopticon, vous voyez, ils sont tous inspirés par le panoptique à ce moment-là. Le global panopticon, le panspectrum, le maïotic panopticon, le industrial panopticon, le synopticon, le néopanopticon, etc., etc., etc. Sans le panopticon, il y a les sociétés de contrôle, surveillant, assemblage. Et moi, ce que je vais vous proposer de faire ici, c'est en tout cas la voie que j'ai choisie pour mes propres recherches, c'est de revenir à un concept politique essentiel. C'est le pouvoir. Le fait que récolter des informations sur un individu, sur un groupe d'individus, ça me donne un pouvoir. Ça me donne un pouvoir d'influence sur cet individu. Il n'y a plus vraiment, c'est l'idée qu'il n'y a plus vraiment de centre. Il y a plein, si vous voulez, il y a plein de panoptiques, mais usés, vétus, il y en a des nouveaux qui sont défaits, etc., qui sont dans une espèce de chapeau. À chaque seconde, on secoue le chapeau. Et surtout, ce qui est embêtant, disons, dans ce réseau de surveillance-là, c'est qu'on ne sait plus qui surveille quoi. Parce que dans une prison, on sait qui on peut convoquer s'il y a je sais pas, s'il y a de la violence sur les prisonniers. On sait qui est le surveillant. Là, si vous avez, vous êtes exclu d'un crédit parce que vous avez écrit des trucs qui laissent supposer que vous n'êtes pas solvable sur Facebook, alors c'est pas quel est l'agent derrière. On ne sait même pas si c'est automatique, on ne sait pas si c'est un humain. C'est bien cette méconnaissance qui nous donne l'impression qu'on est écouté. Parce que, quelque part, cognitivement, on n'a pas tout à fait intégré encore ces modes multifactoriels, multicentraux de surveillance. On est encore influencé par l'héritage de la littérature de Orwell, où il y a forcément une force supérieure qui nous contrôle. Ben non, justement pas. Alors c'est pour ça que revenir à un concept politique très simple, très efficace, et reste très puissant, celui du pouvoir, ça reste une très bonne idée. Et c'est important aussi, et ça c'est ce qu'on doit, c'est le travail qu'on doit à Michel Foucault, c'est que ce pouvoir, plutôt que de nous astreindre au silence, comme ferait un système de surveillance en Chine ou en Corée du Nord, il va plutôt, en tout cas dans les sociétés occidentales, nous pousser à être bavards. C'est pour ça que je parle de sexe ici, c'est pas ma propre initiative. C'est parce que l'ouvrage de Foucault dont il est mention ici, c'est l'histoire de la sexualité. Et c'est là qu'il nous parle, c'est typique chez Foucault, il traite d'un sujet, mais en réalité, quand il traite d'un sujet, finalement,
il donne une théorie globale de la société. Et là, la théorie globale de la société, c'est que les sociétés modernes sont devenues extrêmement bavardes. On est invité, on est incité, on a même l'obligation de livrer notre intimité au grand public. Alors, déjà, on parlait de ça en 1976 concernant la sexualité. Il dit que, voilà, tout un temps, on racontait sa sexualité au curé, et qu'après c'était plutôt aux psychanalystes, et aujourd'hui ça serait peut-être plutôt aussi dans des émissions à grande audience ou sur les réseaux sociaux. Et il nous exprime ça de la façon suivante, dans son ouvrage Histoire de la sexualité. Il parle de l'obligation de l'aveu. Vous verrez en quoi ça rebondit très très bien avec ces injonctions à livrer notre intimité sur les plateformes numériques. L'obligation de l'aveu nous est maintenant renvoyée à partir de tampons indifférents. On retrouve ce surveillance sondage là. Elle nous est désormais tellement, si profondément incorporée que nous ne la percevons plus comme l'effet d'un pouvoir qui nous contraint. On dit, non, moi je ne suis pas contraint. Si je raconte ma vie sur Facebook, c'est parce que j'ai envie de raconter ma vie sur Facebook. Et puis son hypothèse à lui, c'est que cette volonté de nous livrer, elle vient pas de notre propre nature, elle vient pas de la nature de l'homme. C'est pour ça qu'on considère que Foucault est un structuraliste. On est invité à adopter cette posture de transparence. Il nous semble au contraire que la vérité, ce concept de vérité, au plus secret de nous-mêmes, le moins profond, diraient les bouddhistes, ne demande qu'à se faire jour. Ou encore, il faut être soi-même bien piégé par cette ruse interne. Alors ça, c'est un peu suranné comme concept, mais quand même, ça continue à nous parler. Cette ruse interne de l'aveu pour prêter à la censure, à l'interdiction de dire et de penser, un rôle fondamental. En gros, ce qu'il dit, c'est que le pouvoir, c'est pas la censure, au contraire, c'est nous faire croire qu'on est libre et nous inciter à dire des choses sur nous. Parce qu'en disant des choses sur nous, on aura des points de contrôle beaucoup plus efficaces sur nous. C'est ça ce qu'il faut retenir. Un pouvoir basé sur la transparence. Alors l'exemple qui est donné par Michel Foucault, qui, vous savez sans doute, était homosexuel, à une période où c'était pas du tout bien vu d'être homosexuel, c'est le coming out. Au nom de quoi, encore aujourd'hui, un homosexuel, une homosexuelle, doit obligatoirement passer par l'étape, doit annoncer ça à ses parents, à ses amis, à la télévision, et puis tout le monde va dire c'est bien, et c'est seulement à partir du moment où ce coming out est fait qu'on est dans la vérité, qu'on est en phase avec son moi profond. Alors qu'en réalité, ça donne une marge de manœuvre au alt-right de Trump, par exemple. Évidemment, les reality shows, la pornographie. Alors à l'époque, quand j'ai fait la première fois ce slide, c'était intéressant, c'était la mode des sextoys était complètement banalisée, la mode du porno chic, du canaille chic, si vous vous rappelez de ça, et bien entendu les réseaux sociaux. Et la question fondamentale, qui est une question anthropologique, philosophique, politique, c'est est-ce qu'on est libre dans tout ce réseau de contrôle et de surveillance? Est-ce qu'on est encore libre c'est ce pouvoir qui devient, selon Foucault, extrêmement rusé, qui nous donne l'impression qu'on est libre, alors que, en fait, cette liberté qu'on veut nous octroyer nous incite à donner des informations sur nous. Et voilà, une grande star aussi des surveillance studies, c'est la Boétie, Chrétienne de la Boétie, qui a écrit La servitude volontaire en 1576, qui s'étonne de voir pourquoi la majorité des gens se soumettent à un tyran, alors qu'il pourrait en être autrement. Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de groupes, tant de villes, tant de nations, on va dire tant d'usagers de Facebook, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qui lui donne. Et c'est Rousseau, Jean-Jacques Rousseau avec le contrat social, qui va surfer là-dessus, qui nous dit, ça c'est une citation célèbre, l'homme est né libre. Selon lui, ça c'est encore une discussion ontologique sur la nature de l'homme, je ne vais pas rentrer là-dedans, et il considère que l'homme est né libre, mais que partout il est dans les faits. Il se croit le maître des autres qui ne laisse plus d'être
d'être plus qu'esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question. Et là, c'est comme dans le contrat social qu'on a les fondements de la déclaration des droits de l'homme, il faut laisser ça à Rousseau. Il dit que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité intrinsèque qui nous a été donnée métaphysiquement, sans doute devait-il penser, sa qualité d'homme aux droits de l'humanité et même à ses devoirs. Et ça, c'est intéressant, parce que la liberté, c'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. On doit se battre pour elle, pour la sienne, mais aussi pour celle des autres et pour celle de la société en général. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme. Alors peut-être ce qu'on fait, de livrer notre intimité aux GAFAM, c'est incompatible avec la nature de l'homme. Peut-être que c'est ôter toute moralité à nos actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Et un peu plus loin, il donne une phrase qui continue de m'interroger, qui est vraiment intéressante et qui malheureusement a aussi servi de justification pour les pouvoirs les plus horriblement totalitaires de commettre les pires exactions. C'est dire, voilà, c'est le principe de la révolution, la révolution communiste. Vous êtes révolutionnaire, vous n'êtes pas révolutionnaire, je vous assassine. Je fais ça pour votre bien, je fais ça pour le bien commun. La volonté générale de Robespierre, je suis la volonté générale, je travaille pour le bien commun, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vais vous forcer à être libre. Puis là, dans certains cas, forcer à être libre, c'est couper la tête. Que dit-il Rousseau? Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, drôle de concept, parce que la volonté générale, je vous rappelle que dans le contrat social, il n'y a pas de majorité, il faut que tout le monde soit d'accord. Alors maintenant, on va justement forcer les gens à être d'accord avec nous. La volonté générale sera contrainte par tout le corps, ce qui ne signifie autre chose, sinon qu'on le forcera à être libre. Voilà un beau paradoxe. On va redescendre dans le très concret. Je vais vous présenter en quelques slides l'étude que j'ai faite il y a un moment déjà sur les cartes de fidélité. Alors, comment j'en suis arrivé à vouloir étudier les cartes de fidélité? Alors j'ai mentionné un peu ce rapport paradoxal, et pas paradoxal mais inversement proportionnel, que dans l'Ancien Régime, c'était très difficile de surveiller les gens, mais du coup, quand on les chopait, on les ébouillait, en gros. Et qu'aujourd'hui, dans les démocraties modernes, les punitions sont devenues beaucoup plus douces. Si on fait une bêtise, on met une amende. Si on fait quelque chose de vraiment très grave, on va en prison, on ne coupe pas en rondelles. L'idée, c'est que le contrôle social devient plus informel, plus implicite et doux, mais en même temps, beaucoup plus pénétrant. Donc ça, c'est vraiment le gros paradoxe. Et déjà, à ce moment-là, je me disais, on appelait ça, à l'époque, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il aura fallu lutter très fort pour enlever les nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que c'est plus nouveau aujourd'hui. Et j'en suis arrivé à vouloir interroger ce paradoxe. Ah bah tiens, j'ai bien choisi mon t-shirt aujourd'hui. Attention, parce que j'ai des caméras ici qui me filment. Il y a quelque chose de très paradoxal dans le champ de la consommation, c'est qu'on nous présente ça comme étant, par excellence, le champ va s'amuser, jouir des biens de consommation, jouir de notre liberté, de pouvoir d'achat, etc., comme à côté dans la maladière. Mais en même temps, le centre commercial de la maladière, il est beaucoup plus surveillé que la rue. Ce qui est quand même assez paradoxal. Et ces chercheurs canadiens, ils ont fait une étude très intéressante. Ils ont analysé comment les systèmes de surveillance fonctionnaient à Disney World. Et ils sont arrivés à la conclusion que l'espace privé, parce que c'est un espace privé, mais c'est avec un statut un peu spécial, privé public, est immensément plus surveillé que dans la rue. Ils ont fait des expériences d'enlever leurs chaussures. Par exemple, ils marchaient pieds nus. Là, il y a quelqu'un qui sort des buissons, je vais leur dire, très gentiment, ils vont sourire, avec
un joli t-shirt de Mickey Mouse, dire s'il vous plaît, remettez vos chaussures. Et j'en suis arrivé à cette hypothèse qui m'aura guidé pendant toute la recherche, que la consommation ne s'appelle pas devenu le champ de la consommation la plus élaborée du contrôle social. Et au fond, les systèmes de fidélité, il y a deux questions qui se posent, entre autres. C'est comment on va fabriquer la figure du consommateur pour qu'il devienne transparent. Comment on va faire pour le discipliner? Pour le discipliner pour qu'il achète plus, ou pour qu'il achète des produits qu'on a envie qu'il achète. Des produits avec une marge plus élevée. Comment on va transformer un consommateur opaque en consommateur transparent? En fait, c'est très simple. Il faut qu'il ait sa carte sur lui, il faut qu'il la présente à chaque achat. Voilà pourquoi on vous pose la question, tant est-ce que vous avez la carte Cumulus, ou est-ce que vous avez la carte COP, ou est-ce que vous avez la carte FNAC, etc., etc. Et il y a des mesures concrètes pour augmenter cette transparence. Alors bien sûr, officiellement, la promesse d'avantages et de récompenses, comme je viens de le dire, la demande systématique aux caisses. Et ce que vous savez peut-être moins, c'est que alors pas la Migros et la COP, c'est le cas à Manor par exemple, quand un employé Manor arrive à vous vendre une carte, il gagne 20 francs. Quand j'ai fait mes études ethnographiques là-bas, j'en ai vu justement des conflits. C'était la guerre ouverte, quoi. Il y a des gens qui pouvaient plus se dire bonjour à cause de ça. Et il y avait des stratégies quasi militaires où voilà, il y avait par exemple des employés qui étaient engagés pendant les semaines promotionnelles, qui mettaient leur nom en bas de la feuille, puis qui disaient aller au service client pour enregistrer vos cartes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient au service client? Ils traçaient ou ils déchiraient la feuille, ils remplissaient la feuille, qui mettaient leur propre nom. Et puis ça se savait. Et ça créait des gros conflits. Et une fois que j'étais là-bas, j'ai assisté à une grosse engueulade. Mais parce que certaines personnes, c'est pas rien. Ça se faisait 600 francs, 800 francs. J'ai même interviewé le champion des cartes Manor. Il arrivait des fois à 1200 francs. Et j'ai observé comme il faisait une stratégie très maligne pour mettre la pression, peut-être bien présentée, préparer à la face, etc. Il y a de quoi créer des guerres quand vous pouvez augmenter de 50% votre salaire. Mais pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est qu'on nous présente, je parlais de l'inéluctabilité, je vous demandais finalement la surveillance, est-ce que c'est inéluctable? On nous présente souvent, y compris les personnes critiques, que la transparence, aujourd'hui, la transparence des usagers, elle est acquise. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a une technologie qui nous tombe dessus, boum, on est transparent. Comme les cartes de fidélité. Ils sont là, on nous tombe dessus, boum, on est transparent. Mais non. Parce qu'il y a un mécanisme qui va nous inviter, qui va changer nos habitudes, y compris nos habitudes corporelles, nos habitudes cognitives, nos habitudes mentales. C'est quasiment un dressage des corps auxquels on a affaire. Et ça, j'ai pu observer pendant mes observations autour des caisses, c'est qu'il y a un réseau de contraintes croisées. Alors bien sûr, l'incitation du management sur les consommateurs, qui veulent nous vendre les cartes, pardon. La pression du management sur les employés, parce que les caissières qui ne demandent pas la carte, qu'on le veuille ou non, se font gronder. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, mais à l'époque, ça faisait gronder. Aussi, la pression des consommateurs sur les employés, parce que ça arrivait tout le temps. Voilà, un caddie à 150 francs, et puis la pauvre caissière, le pauvre caissier, vous oubliez de demander, puis alors j'avais une caissière, elle appelait ça des scandales cumulus. J'ai eu 4 scandales cumulus aujourd'hui. C'est normal, vous devriez demander, etc. C'est intéressant quand même, le client qui dit vous auriez dû demander, j'ai perdu des points à cause de vous. Alors en fait, il est surveillé. Là, du coup, il demande à être surveillé. Vous voyez le paradoxe. Je vais pas aller plus loin aujourd'hui là-dessus. Et tout ça, ça aboutit à l'écriture d'un article que j'ai écrit avec une collègue à Fribourg,
pour rappeler que cette transparence numérique, elle se fabrique. Elle ne tombe pas du ciel, elle n'est pas inéluctable. On peut lutter contre. Le fait qu'on dévoile nos codes, le fait qu'on aille sur Facebook, qu'on donne nos mots de passe, qu'on raconte qu'on est allé à tel endroit, etc., c'est pas quelque chose de fondamentalement naturel. On est invité à devenir transparent. Je l'ai suggéré tout à l'heure, le corps continue donc d'occuper une place dominante. On n'est pas des robots. C'est notre corps qui est sollicité, notre cognition qui est sollicitée, avant d'être à son tour dominé, modelé et dressé. On est allé un peu fort là, sur le mot. Il demeure la cible des disciplines qui cherchent à élargir les techniques du corps. C'est une référence à un grand anthropologue français du 19e, début 20e, Marcel Mauss. Des individus dans le but de les rendre conformes aux attentes commerciales et managériales contemporaines, en l'occurrence de les rendre transparents. Et là, le bilan qui s'est imposé, c'est de se demander, c'est un peu la conclusion de ma thèse, est-ce que les cartes de fidélité, est-ce que c'est un dispositif de surveillance? Oui, plutôt oui, mais ce n'est pas une machinerie écrasante. Il y a des gens dedans. Il y a des clients, il y a des caissiers, il y a des caissières, il y a des vendeurs, il y a des stratégies de résistance, il y a des gens qui ne montrent pas leurs cartes, il y a des gens qui utilisent plusieurs cartes pour mettre du bruit dans les bases de données, par exemple. Tous ces dispositifs de surveillance, il faut les humaniser, dans le sens, pas les humaniser les rendre plus humains, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des acteurs sociaux, il y a des acteurs dotés de corps et d'esprit, sans lesquels ces dispositifs de surveillance ne fonctionneraient pas. Et ça ne va pas dans l'idée d'un complot. C'est pas, je veux dire, le micro, historiquement, si on prend l'histoire de la carte Cumulus, le système de fidélité, ça existait avant la carte Cumulus. Le but d'une carte de fidélité, c'est avant tout de fidéliser, c'est d'offrir des points. C'est ensuite, grâce à l'informatisation, qu'on a pu récolter des données et que ça devient un outil très puissant de surveillance. C'est plusieurs objectifs, puisque je parlais d'objectifs tout à l'heure, minimiser ses efforts, gagner des primes, récolter des données, augmenter ses profits à soi ou pour l'entreprise d'augmenter ses profits, améliorer les services, etc. Qui finalement convergent, peuvent diverger, mais convergent et finalement fabriquent un système de surveillance qui finit par émerger. Je vous ai parlé en quelques mots de ce système qui serait sans doute l'acmé de ces systèmes de surveillance, le système de Foodflex, vous vous rappelez, qui vous dit si vous avez trop de cholestérol, pas assez de fer. Alors malheureusement, la vidéo promotionnelle, ils l'ont retirée. J'aurais tellement aimé la capturer avant qu'il la retire. Voilà, peut-être le visuel ici vous rappellera le moment où je vous en ai parlé la dernière fois. Mais on a bien affaire, pour revenir au concept de pouvoir ici, à une forme de pouvoir. C'est un pouvoir qui est exercé. C'est pas juste rigolo, même si ça peut l'être aussi. Il s'agit bien d'influencer des habitudes alimentaires, une prise de contrôle sur la santé et sur le corps. Et là, je reconvoque un travail de Foucault qui nous parle de technologies politiques. Ici, ces technologies numériques qui deviennent de technologies politiques, leur prolifération, qui à partir de là vont investir le corps, la santé, les façons de se nourrir, de se loger, les conditions de vie, l'espace tout entier de l'existence. Et là aussi, et du coup c'est pour ça que c'est si intéressant de s'interroger sur comment résonne l'individu dans ce réseau de surveillants, c'est que quand on retire la surveillance, quand on discute des objectifs de la surveillance, les individus intéressés vont parfois jusqu'à la défendre. Alors là, j'avais une dame qui était déjà à la retraite à cette époque-là, qui me disait qu'on m'observe, un micro en l'occurrence, je m'en fous, c'est des carottes et des patates. Alors là, déjà, il y a une erreur. Comme j'ai suggéré la dernière fois, même si c'est que des carottes, des patates et puis de la saucisse de veau, on peut en inférer des informations sur votre santé, sur vos comportements sexuels, même. Ça, c'était de maintes fois
démontrer, même si la Migros ne fait pas ça simplement parce qu'avant tout, c'est illégal, mais aussi parce que ça n'intéresse a priori pas. Je soulignais, voilà, si c'est que j'ai couché avec un jeune de 25 ans, non. Mais par contre, si c'est pour lutter contre mon cholestérol, ou si c'est pour m'arrêter, si c'est pour m'aider à arrêter de fumer, ça serait bien. Et puis là, elle mettait un jugement de valeur, un gros jugement de valeur sur les classes populaires, qui disait, voilà, les gens sont idiots, ils fument, ils mangent n'importe quoi, et ces systèmes de surveillance, si ça pouvait aider à les éduquer, ça serait bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dame a envie que ça aille même plus loin. Et le fait qu'un programme comme Foodflex, ou alors comme la Migros, qui tout d'un coup nous proposerait des profils de santé, puis des produits qui nous aideraient à avoir une meilleure santé, ça devient une politique de santé publique. Et là, ça devient très embêtant d'un point de vue éthique. Mais par contre, ça rencontre moins de résistance, parce que l'objectif est plus noble. Alors que quand l'objectif est de vendre plus de trucs, c'est un objectif qui est beaucoup moins noble, mais qui est éthiquement plus acceptable. Et là, on nage en plein paradoxe. Alors là, j'ai lâché un concept, je n'étais pas sûr que j'aie le temps de vous en parler, mais comme il reste encore un petit peu de temps, je vais vous en parler. Et j'ai pris la précaution de le mettre en parenthèse, c'est celui de biopouvoir. Alors, biopouvoir, c'est quoi? Alors non, c'est pas une bouse de vache, c'est pas la SAB Biopower, c'est pas se faire des muscles, quoique, ça pourrait être ça, c'est pas le bio qu'on achète partout. Maintenant, c'est le concept de Michel Foucault qui a commencé à développer dans l'histoire de la sexualité, le thème 1, toujours le même, qui s'appelle la volonté de savoir, j'aurais mentionné ça, rien que le sous-titre évocateur, la volonté de savoir, il aurait pu rajouter la volonté de savoir et la volonté d'informer. Il nous explique que le principe même de gouvernance est passé du tatanopouvoir. Le tatanopouvoir, c'est le droit qu'exerçait le roi de décider de la vie ou de la mort de chacun de ses sujets, et que si quelque chose ne le convenait pas, ou décidait que tel sujet ne méritait plus de vivre, on lui coupait la tête à celui de biopouvoir. Hein, c'est pas par pure générosité chrétienne, mais c'est aussi parce qu'on assiste à ce moment-là à une explosion démographique et que les intellectuels, les hommes politiques sont très inquiets. Se demandent mais comment on va pouvoir lutter contre les soulèvements populaires. Il va falloir mettre en place des mécanismes de pouvoir qui vont nous permettre de garder nos privilèges, en gros, parce que c'est toujours un peu de ça dont il est question. Alors plutôt que de gérer les paramètres liés à ce qui sépare la vie et de la mort, enfin le droit de donner la mort ou pas, le pouvoir qui s'éclate, c'est le pouvoir d'un roi, c'est le pouvoir médical, c'est le pouvoir scientifique, va s'intéresser aux paramètres vitaux. Alors c'est la consommation, c'est la sexualité, parce qu'il a démarré ce concept de pouvoir avec la sexualité, mais après il a tendu l'ensemble des choses qui régissent notre vie quotidienne. C'est ça, le biopouvoir. Au fond, c'est ce pouvoir, mais qui a la particularité de se focaliser sur ce qui produit la vie, sur notre quotidien, et qui est diffus. Et qui, l'autre caractéristique importante du biopouvoir, n'est plus le fait uniquement d'un gouvernant sur le peuple. Il y a un tas d'agencements, il y a un tas d'acteurs, j'allais dire, intermédiaires, qui exercent le pouvoir. La médecine, Foucault s'est beaucoup étudié le domaine de la santé mentale, etc., etc. Alors, ce concept de biopouvoir, il est intéressant, il remet un peu au goût du jour Foucault dans l'arène des études sur la surveillance, parce que ce panoptique, même si malgré tout on n'a toujours pas à s'en débarrasser, on le craigne quand même comme un poulet, mais finalement comme un poulet bienveillant, parce qu'il amène toujours une certaine forme d'intelligibilité. Il y a beaucoup de chercheurs qui considèrent qu'il faut arrêter avec ça, ce panoptique. Et c'est ce chercheur canadien que j'ai cité tout à l'heure,
qui nous dit Changes in surveillance processes and practices are progressively undermining the relevance of the panoptic model, remise en question de ce panoptic model, for understanding contemporary surveillance. Là, ce qu'il nous dit, c'est que les formes classiques de surveillance, panoptique, ça marche bien, mais les formes modernes de surveillance, notamment numérique, panoptique, il est aux fraises. Foucault, on va dire ça, Foucault continues to reign supreme in surveillance studies and it's perhaps time to cut off the head of the king. Alors, the king, là, vous l'aurez compris, c'est Foucault. En tout cas, c'est son concept de panoptique. Mais à bien y réfléchir, je me demande si c'est pas celle aussi d'Aguerty qu'il faudrait couper. Parce qu'il est revenu là-dessus, et il est sans doute peut-être allé un peu trop loin. Et puis moi j'aime bien Foucault, j'aime pas qu'on touche à mon Foucault. Voilà. Et puis au fond, puisqu'on est... j'ai droit aussi. Mais quand même, avant qu'on me coupe la tête à moi, j'aimerais qu'on coupe la tête à un autre personnage. Mais c'est pas gagné. Alors la semaine prochaine, on va étudier la réponse à ces réseaux de surveillance. Heureusement, il y a une réponse légale, il y a une réponse gouvernementale avec les lois sur la protection des données. On va étudier qu'est-ce que c'est, ce concept de vie privée, d'où ça vient, son histoire, quelle est la différence entre le concept de vie privée et le concept de vie privée numérique, s'il y en a une, étudier les lois de protection de la vie privée, voir quelles sont leurs forces, leurs limites. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine, physiquement ou virtuellement.